Bienvenue au Café Nemo, le podcast qui tend le micro aux passionnés de la mer. Ici, on vous raconte la science marine autrement, parce que comprendre les océans, c'est déjà mieux les protéger. Alors, inspirez profondément Prenez votre tasse et plongez avec nous. Bienvenue dans ce 4e épisode du Café Nemo, moi c'est Maë et aujourd'hui on va découvrir une méthode que les scientifiques utilisent pour observer, mesurer et comprendre le milieu marin. Dans l'épisode précédent, avec Marine et Laurine, on a vu comment observer l'océan à l'aide du son et aujourd'hui on va voir comment l'observer au travers du comportement animal. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Marius Molinet. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Oui, bonjour. Du coup, moi, je suis doctorant en 2e année au Centre d'études biologiques de Chizé et aussi à l'Institut méditerranéen d'océanographie à Marseille. Et moi, je m'intéresse au lien entre la composition du phytoplancton, ce qu'on appelle les niveaux trophiques intermédiaires, et le comportement de pêche de top prédateurs. Et toi, tu fais ce qu'on appelle du biologuing, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, pour étudier certains de ces compartiments d'intérêt des écosystèmes austraux, puisque dans mon cas, c'est l'océan austral qui nous intéresse, on utilise des approches qu'on appelle biologuing. Et alors, le biologuing, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'équiper des animaux de capteurs miniaturisés pour pouvoir étudier et leur comportement et leur environnement. Et donc, dans leur environnement, on a l'environnement biologique et aussi l'environnement physique. Donc, pour l'océan, la température, par exemple, etc. Et tu fais ça sur quel animal ? Moi, je travaille sur les éléphants de mer austraux. Okay. Donc, c'est des sortes de gros phoques qui habitent dans l'océan austral. D'accord. Et tu les retrouves où dans cet océan ? Les éléphants de mer austraux, ils passent pas mal de leur temps en mer, mais ils reviennent aussi sur des îles pendant des périodes clés de leur cycle de vie. Et ces îles, c'est des îles tout autour de l'Antarctique, donc on appelle des îles subantarctiques, qui sont à quelques centaines ou quelques milliers de kilomètres du continent antarctique, ça dépend. Et donc c'est là où on les retrouve en grande majorité. Il y a des énormes colonies sur certaines îles. Et pourquoi tu as choisi ces animaux au final ? Il n'y avait pas d'autres animaux que tu pouvais utiliser ? Il faut savoir que sur ces îles, il n'y a pas du tout que des éléphants de mer. Il y a plein de prédateurs marins, que ce soit des oiseaux ou des mammifères marins plongeurs. Donc on a les éléphants de mer austraux évidemment, on a des otaries, des albatros, des pétrels, des manchots. Tous ces animaux en fait ont pendant une période de leur cycle de vie, et notamment pour la reproduction, besoin de revenir sur des terres et donc ils reviennent sur ces îles subantarctiques. Donc dans le cadre de différents programmes, tous ces animaux ont déjà été équipés de petites balises miniaturisées pour répondre à différentes questions. Mais pour vraiment étudier l'océan et différents compartiments des écosystèmes, les éléphants de mer austraux y sont particulièrement adaptés parce qu'ils ont un comportement très particulier. Et qu'est-ce qui vous apporte comme information au final ces éléphants de mer Et en fait, ils permettent d'aller visiter des zones de l'océan qui ne sont pas visitées par les méthodes classiques. Donc, pour lesquelles par méthode classique, j'entends soit donc, des gliders ou des flotteurs. Donc, c'est des appareils soit passifs, donc qui se laissent dériver dans le courant, soit dirigés. Donc, c'est à distance, on leur envoie des instructions et ils vont faire un certain parcours. Ou alors des bateaux, donc là, c'est des bateaux équipés de toutes sortes de capteurs. En fait, tous ces appareils-là, il y a des zones de l'océan austral et des périodes dans lesquelles on ne peut pas les envoyer parce que la météo, les conditions environnementales sont trop compliquées et parce que c'est logistiquement très coûteux d'envoyer tous ces appareils là-bas. Mais eux, les éléphants de mer, c'est leur endroit, enfin c'est leur habitat, quoi. Donc c'est là où ils vivent, c'est les zones qu'ils fréquentent constamment. Et ils vont donc se balader sur des milliers de kilomètres pour aller se nourrir et explorer. Et les équiper de balises, ça permet d'avoir des données qu'on a l'habitude d'avoir avec les autres approches, mais sur des périodes et des espaces qu'on n'a pas avec les approches usuelles classiques. D'accord. Et qu'est-ce qui vont vous permettre de regarder vraiment dans l'océan ces éléphants de mer ? Ça va vraiment dépendre de quelles balises ils ont été équipés. Mais dans le cas de mes travaux, en fait, on va pouvoir avoir des informations sur les proies des éléphants de mer, donc leur distribution dans la colonne d'eau,
où est-ce qu'on a des couches très abondantes de proies, et on a aussi des informations du coup sur les autres compartiments des niveaux trophiques intermédiaires, donc ce que vont manger les proies des éléphants de mer, que ce soit du petit zooplancton, des petites particules, etc. On va pouvoir avoir plein d'infos indirectes sur tout ce qui se passe dans la colonne d'eau, et on le relie aussi avec la physique de l'océan, parce que tout ça, ça vient forcément jouer un rôle important sur quelles espèces on va retrouver, pourquoi on va les retrouver là. Donc on a des capteurs de température et de salinité qui vont permettre de faire ce qu'on appelle une caractérisation des masses d'eau. Donc on va avoir des masses d'eau qui ont des caractéristiques de température et de salinité communes, et on va aller regarder du coup à l'intérieur de cette masse d'eau, déjà qu'est-ce que fait notre éléphant de mer, comment il chasse, est-ce qu'il chasse beaucoup, est-ce qu'il mange beaucoup, et quelle abondance et quelle composition de niveau trophique intermédiaire on a. Et alors ça, on le fait grâce à plusieurs types de balises. Donc il y a une balise qu'on appelle CTD, qui est en général mise sur le dos. Donc celle-là, c'est pour température, salinité, profondeur. Et il y a une autre balise, un peu la balise plus d'intérêt pour les questions que je me pose personnellement, c'est un microsonar. Donc en fait, c'est un tout petit sonar embarqué qui est posé sur la tête des éléphants de mer et qui va, avec du son, donc envoyer des ondes acoustiques dans l'eau. Et quand il y a un objet qui va rencontrer cette onde acoustique, il va réfléchir l'onde et le sonar va capter ça. Et donc on va pouvoir, à partir des caractéristiques de l'onde réfléchie, déterminer des informations sur la taille, la composition des organismes que notre éléphant de mer rencontre. Donc en fait, il faut le voir vraiment comme une sorte de scanner de la colonne d'eau, donc avec ces ondes acoustiques qui permettent de voir tous les petits objets, petits ou moyens, que l'éléphant de mer rencontre, savoir si c'est quelque chose qui chasse ou si c'est quelque chose qui chasse pas, puisqu'on a aussi son comportement à côté, avec ce qu'on appelle l'accélérométrie. Donc en fait, c'est ce qui va trahir le moment où l'éléphant de mer essaye de capturer un organisme. Donc il va faire ce qu'on appelle une tentative de capture de proie. Tous ces éléments-là que les balises nous donnent, tous ces indices, on essaye de voir comment tout ça est structuré à la fois dans la colonne d'eau et à la fois spatialement autour des îles Kerguelen. Donc moi, c'est la colonie que j'étudie, elle est aux îles Kerguelen. Et donc c'est tout autour de cette zone-là, la zone d'étude, où on se pose des questions des liens entre tous ces différents compartiments de l'écosystème, toutes les espèces qui l'occupent, que ce soit du phytoplancton jusqu'aux éléphants de mer. Ok, donc retracer tout l'écosystème de par sa physique, du comportement animal, de l'éléphant de mer, ça te permet à toi de savoir comment va tout le réseau trophique de la zone, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, on a des informations, des indicateurs en fait, sur un peu la structure et donc aussi, entre guillemets, l'état de santé de l'écosystème. Par état de santé, on va entendre est-ce que c'est des zones dans lesquelles nos éléphants de mer trouvent beaucoup de nourriture ou est-ce que c'est des zones dans lesquelles nos éléphants de mer chassent peu, ont peu de nourriture, quoi, de manière générale. Et donc c'est à partir de ça qu'on essaye de... Ça va être une extrémité de notre écosystème. Et l'autre partie, la base en fait, ça va être le phytoplancton. Donc c'est ce qu'on appelle les producteurs primaires. C'est des petits organismes microscopiques photosynthétiques qui vont capter l'énergie du soleil et la transférer en se faisant manger à tout le reste de l'écosystème. Et ça, on l'a grâce à des données satellites de couleur de l'eau. Et donc moi, mon travail spécifiquement dans ma thèse, c'est essayer de comprendre comment la composition des espèces du phytoplancton influe sur les organismes des niveaux trophiques intermédiaires, donc entre la base, le phytoplancton, et les top prédateurs. Ça, on l'a grâce au microsonar. Comment, du coup, ces compositions de phytoplancton influent les niveaux trophiques intermédiaires et le comportement des top prédateurs. Et ça, pourquoi on se pose ces questions? C'est parce qu'on est dans un contexte notamment dû au réchauffement climatique et aux changements globaux d'origine anthropique, de modification de la physique de l'océan. Et quand on modifie la physique de l'océan, en fait, ça va modifier tout plein de processus qui font qu'on a des modifications dans les espèces qui composent le phytoplancton. Donc si on a des modifications à la base, le but c'est de comprendre, d'essayer de comprendre
comment tout ça va se répercuter sur ce qu'il y a entre les niveaux trophiques intermédiaires et ce qu'il y a au top, donc les top prédateurs. Et dans notre cas, l'objet d'étude, c'est les éléphants de mer. L'espèce qui nous permet d'étudier ça, c'est les éléphants de mer. D'accord. Et tu m'avais parlé de diatomées dans le phytoplancton. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus? Ah oui, alors dans le phytoplancton, il y a différentes grandes catégories d'espèces, dont les diatomées. Donc les diatomées, c'est du phytoplancton en général d'assez grande taille par rapport aux autres, qui est entouré d'une petite coquille, c'est un peu leur caractéristique. Mais l'autre caractéristique qui les rend vraiment particuliers, c'est qu'ils ont besoin de pas mal de nutriments et ils ont une croissance assez lente, mais ça a pour conséquence de les rendre très riches, en fait, de bonne qualité nutritive pour les petits crustacés, les petits copépodes qui vont les manger, qui vont eux ensuite servir de nourriture à d'autres organismes et in fine se faire manger, ces autres organismes-là se faire manger par nos éléphants de mer. Donc en fait, c'est un effet cascade, quoi. Si on a des modifications dans la composition, dans l'abondance des diatomées, et ben forcément il y aura des modifications dans les organismes qui mangent les diatomées, puis les organismes qui mangent les organismes qui mangent les diatomées, etc., jusqu'aux éléphants de mer. L'objet d'étude, c'est les éléphants de mer. L'espèce qui nous permet d'étudier ça, c'est les éléphants de mer. Et pourquoi tu as choisi les éléphants de mer? Les éléphants de mer, c'est une espèce assez incroyable. C'est pour ça qu'elle a été choisie pour les questions de recherche qu'on se pose. La première raison, c'est les animaux passent en général 10 mois sur 12 en mer, en moyenne. Et ils reviennent du coup sur Terre pour 2 périodes clés de leur cycle de vie. La première, c'est la reproduction. Donc ça couvre à peu près les périodes de fin septembre à fin novembre. Du coup, les femelles vont mettre naissance aux petits de l'année précédente et se reproduire avant de repartir en mer pour cette année. Et la seconde période, c'est la mue. En fait, c'est des animaux qui vont effectuer ce qu'on appelle une mue catastrophique et ils vont renouveler l'entièreté de leur pelage et de leur épiderme chaque année. Mais ça, ils ne peuvent pas le faire en mer parce que ça voudrait dire être trop coûteux en énergie du fait de les températures très froides de l'océan. Donc ils ont besoin de revenir à terre pour muer. Et quand ils sont en mer, quand ils chassent leur proie, en fait leur proie c'est ce qu'on appelle en général des poissons mésopélagiques. Donc c'est des tout petits poissons, essentiellement des myctophidés, qui mésopélagiques. Pourquoi? Ça veut dire qu'en fait ils se situent généralement entre 200 et 1000 mètres de profondeur. Donc pour aller chasser ces proies, les éléphants de mer vont devoir plonger très profondément. Par exemple, une femelle, c'est en général, en moyenne, entre 450 mètres de profondeur. Et elles effectuent une soixantaine de plongées par jour, avec un rythme assez soutenu, puisqu'en fait, elles vont remonter à la surface pendant à peu près 3 minutes, se reposer, et repartir pendant en moyenne 20 minutes de plongée, continuellement, pendant de longs mois à chaque fois, pour les voyages, soit le voyage post-reproduction, qui se situe entre la reproduction et la mue, soit le voyage post-mue, donc entre la mue et la reproduction de l'année suivante. Ça a pour conséquence que les éléphants de mer ils vont visiter des volumes vraiment énormes de l'océan. En fait, ils vont partir loin pour chasser leur proie sur des milliers de kilomètres et plonger continuellement. Donc en fait, ils vont vraiment scanner des volumes très 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 importants de l'océan. Et de ce fait, les équipés de balises qui vont enregistrer tout plein de paramètres environnementaux, ça permet de couvrir d'un point de vue temporel et spatial des zones qui nous seraient inaccessibles en temps normal avec nos méthodes classiques. Et c'est la raison pour laquelle les éléphants de mer ils sont vraiment particulièrement adaptés pour comprendre les écosystèmes austraux et les changements en cours dans ces écosystèmes. Et aussi, je voulais rajouter que les balises qu'on équipe sur les éléphants de mer, en fait, on a besoin de les récupérer pour pouvoir analyser les données qu'elles contiennent. Et donc ça, on a besoin de les équiper quand ils sont à terre et de les récupérer aussi quand ils sont à terre. Et c'est des animaux qui sont très fidèles à leur site de reproduction. De manière générale, ils reviennent à quelques kilomètres près
aux endroits où ils sont nés, que ce soit pour la reproduction ou pour la mue. Ce qui fait que on a de très bonnes chances de retrouver les balises quand ils reviennent à terre à leur prochaine période de retour sur les îles. Et donc ça nous permet de récupérer la balise. Et dans le pire des cas, où il y a des problèmes techniques, il se passe quelque chose de pas prévu, et en fait l'animal va muer, il va renouveler son épiderme. Comme c'est des balises qui sont posées sur la peau, collées sur la peau, et au pire des cas, l'animal ne va pas passer sa vie avec la balise. Il va passer au maximum quelques mois. Et après, la balise tombe et l'animal n'a plus de séquelles en fait, de la présence de cette balise sur lui. Et est-ce que tu saurais nous décrire à quoi ressemble un éléphant de mer pour les personnes qui écoutent et qui ne voient pas la vidéo? Un éléphant de mer, comme je l'ai dit, ça fait partie de la famille des phoques. Donc il faut imaginer ça comme un très gros phoque. Et il y a une forte différence. C'est le mammifère avec un des plus grands dimorphismes sexuels, en tout cas en termes de poids. Donc c'est-à-dire que les mâles et les femelles vont avoir une très très grande différence de poids. Donc une femelle, en fait, elle est plutôt fusiforme. Elle a donc des vibrisses, de grands yeux ronds, des grandes billes noires avec un regard très profond. Pas d'oreille à proprement parler qui ressort. Et ensuite, quand on continue sur son corps, on retrouve deux nageoires pectorales qui sont de chaque côté de ce qu'on pourrait appeler son buste. Et puis, à la fin de son corps, on retrouve deux nageoires caudales avec une toute petite queue entre ces deux nageoires caudales. Elles ont un pelage assez rêche et une couleur en général marron-gris. Et donc, concernant la taille et le poids, une femelle, ça fait à peu près en longueur de l'ordre de 2,50 m jusqu'à 3 mètres pour les plus grandes. Et en poids, en fonction de l'année, du moment aussi de leur retour à terre, puisque quand ils reviennent à terre, ils jeûnent, ils ne mangent plus. Le poids peut aller de 300 à 500 kg, enfin 250 à 500 kg. Pour un mâle, on change d'échelle, c'est-à-dire que c'est globalement le même organisme, sauf que les mâles ont une grosse trompe qui se développe. C'est pourquoi on les appelle les éléphants de mer aussi. Et en fait, cette trompe, ils l'utilisent pour éructer dedans pendant les confrontations entre mâles pendant la reproduction, créer une caisse de résonance. Et c'est une manière de se jauger, de savoir quelle est la force de l'un ou l'autre avant un combat, puisque les mâles se battent pour accéder à la reproduction. Et donc voilà, il ressemble aux femelles avec une trompe. Et par contre, en termes de taille et de poids, on est plutôt sur du 4,50 m, 5 mètres de longueur et du poids qui peuvent aller de 2 à 4 tonnes. Donc c'est là où le dimorphisme, donc la différence mâle-femelle, est la plus importante, c'est en termes de poids en fait, et de taille aussi. C'est vraiment assez flagrant quand on les voit, c'est très impressionnant. Oui, par curiosité, j'avais regardé un peu le bruit que faisaient les éléphants de mer et c'est assez particulier. C'est vrai que quand on les voit pour la première fois, on n'imagine pas que ça peut faire ce genre de son. Et ça, c'est de par leur caisse de résonance, c'est ça? Pour les mâles, oui. Mais après, les femelles font aussi le même cri, qui est en général un cri d'alerte, un avertissement. Mais comme elles n'ont pas la caisse de résonance que représente la trompe, et ce cri d'avertissement est moins grave et porte moins, mais il est quand même impressionnant. Et comment tu fais pour transformer ces éléphants de mer en sentinelles des océans? Comme on l'a dit, on pose des balises sur les éléphants de mer. Et c'est ça qui permet de les transformer en sentinelles de l'océan, puisque ces balises vont nous donner toutes sortes d'indicateurs. Quand ces indicateurs vont varier, on va pouvoir se dire que c'est quelque part, en tout cas dans les compartiments du dessous, que la variation a eu lieu et qu'elle a pour conséquence, par effet cascade,
une modification dans ce qu'on observe chez les éléphants de mer. Et c'est ce qu'on appelle du coup transformer les espèces en bioindicateurs des changements globaux. C'est en reliant les données comportementales et environnementales des balises à d'autres observations, que ce soit sur la physique des océans, qu'on arrive à évaluer donc, les modifications et leurs conséquences écologiques dans les écosystèmes de l'océan austral et partout ailleurs aussi. Et j'imagine que pour faire ça, tu es obligé d'aller sur le terrain pour aller poser les balises. Est-ce que tu peux nous décrire un peu une journée type? Ça tourne. Voilà, ben là, ce qu'on va faire là, pour les 10 jours qui viennent, on va marquer les petits à la naissance pour dans 3 semaines, quand ils vont être sevrés, pouvoir les peser et donc les reconnaître. Et en même temps, avant de marquer ces petits à la naissance, on va mesurer la taille de mer avec un télémètre laser, parce que c'est vraiment la taille de la mer est le principal facteur de variation de la masse au sevrage. Et ensuite, compte tenu de la taille, on va essayer d'estimer la condition des petits. Et ça, la condition va varier en fonction des conditions environnementales, savoir si les mers ont trouvé beaucoup de nourriture ou au contraire peu de nourriture. Alors du coup, là, moi, dans mon cas particulier, le terrain, il se situe sur les îles Kerguelen. Donc je vais déjà un peu parler des îles Kerguelen. C'est une archipel qui se situe, globalement, on trace une ligne droite entre la Réunion et l'Antarctique, et c'est au milieu. Et donc c'est vraiment une île très isolée dans l'océan austral. Ça fait à peu près, en termes d'ordre de grandeur de superficie, la taille de la Corse. Et donc il y a plein d'animaux qui viennent se reproduire ou muer sur ces îles. Et nous, on y est envoyé pendant plusieurs mois dans le cadre d'une mission terrain. Donc on rejoint les îles Kerguelen par bateau à bord du Marion Dufresne, qui est le navire ravitailleur des terres australes et antarctiques françaises. En fait, les terres australes et antarctiques françaises, ça regroupe des îles subantarctiques de la zone, et donc le bateau va ravitailler ces différentes îles et en même temps faire les rotations des personnels qui sont en mission sur ces îles. Et donc nous, on est envoyés pendant les périodes clés où les éléphants de mer reviennent à terre. Et donc on arrive avant le début de la reproduction. Et en fait, on part dans des petites cabanes qui sont... il y a une base centrale sur l'île, et ensuite on part à pied dans des petites cabanes qui sont réparties tout autour de l'île, à côté des colonies d'intérêt sur lesquelles il y a des suivis long terme qui sont faits, soit des suivis de la taille des populations. Il y a des choses plus précises qui sont faites aussi sur les manchots, sur le succès reproducteur, sur l'évolution de leur poids, etc. Et donc il y a aussi sur les éléphants de mer une cabane qui est à côté de la colonie qu'on suit, qui s'appelle Estacade. Et donc on part dans ces cabanes avec tout notre petit matériel. Et une journée type, ça dépend de ce qu'on fait pendant parce que sur le programme, il y a tout un tas de suivis qui sont faits, mais dans le cadre, on va parler d'une journée type pour une balise biologuing. Donc on prépare le matériel. On se lève, on sort de la cabane avec tout notre matériel, donc on s'équipe bien. On a ce qu'on appelle des flexos qui nous protègent à la fois, surtout des intempéries, parce qu'il y a beaucoup de vent, de neige, de pluie sur ces îles. On fait une première période où on regarde un peu dans les harems quel animal pourrait être équipé. Donc on cherche... Alors en fait, oui, je parle de harem, mais je vais expliquer ce que c'est un harem aussi. C'est pendant la reproduction, les femelles, elles se regroupent en ce qu'on appelle en harem. Donc c'est une sorte de zone où il y a une forte densité de femelles. Dans ces harems, elles mettent bas et elles allaitent leurs petits. Et donc nous, on cherche une femelle qui a bientôt fini d'allaiter son petit, qui est en périphérie. On attend que les conditions météo soient bonnes. Et donc on fait une première étape qui consiste à aller anesthésier la femelle qu'on a prévu d'équiper.
Et ensuite, en fait, on a tout un attirail assez conséquent qui nous permet de mesurer, de peser, de faire des prises de sang, puis de coller les différentes balises. Donc tout ça, ça prend à peu près 45 minutes, 1 heure. Et ensuite, on se retire et on continue d'observer, de suivre que le retour à la normale se passe bien pour la femelle. Et puis, on attend qu'elle parte en mer tranquillement. Et voilà, là, on croise les doigts pour que tout se passe bien, mais en général, c'est le cas. Et si vous perdez la balise, qu'est-ce que vous faites? Alors en fait, il faut savoir qu'en général, il y a toujours donc il y a la balise, le capteur, qui va permettre de mesurer l'océan. Et il y a une autre petite balise qui permet, au cas où cette première balise-là ne fonctionne plus, de relocaliser l'animal. Et globalement, si les 2 balises arrêtent d'émettre, on sait que par exemple c'est l'animal qui est mort en mer. C'est des choses qui arrivent. S'il y en a une des 2 qui arrête d'émettre, il y a toujours l'autre qui va pouvoir permettre de relocaliser la balise. Et si une balise, on la perd, globalement, malheureusement, elle est perdue. Mais les cas de figure où on a une perte de balise, c'est une balise qui s'est détachée pendant les voyages en mer des animaux équipés. C'est les animaux qui meurent. Et sinon, c'est des problèmes techniques, les balises arrêtent d'émettre et après elles sont perdues à terre, on n'a aucun moyen de les relocaliser. Et je pense que c'est bien aussi de le dire, mais cette balise, elle va pas rester à vie sur l'animal. Comme tu en as parlé tout à l'heure, il y a une mue qui va se faire, qui fait que dans le pire des cas, si vous perdez cette balise, elle va se détacher de l'animal Oui. s'il est toujours en vie. Oui, c'est ça, l'animal ne garde pas la balise à vie si malheureusement, pour X raisons, on n'a pas réussi à le retrouver. Donc c'est aussi le côté, puisque c'est quand même un dérangement certain d'aller équiper ces animaux de balises, même si c'est que quelques mois dans toute leur vie, il faut aussi être très précautionneux à ne pas les déranger tout au long de cette vie. Déjà quelques mois, c'est suffisant. Et donc le fait qu'ils muent, qu'ils renouvellent la totalité de leur épiderme et de leur pelage, c'est aussi une sécurité supplémentaire pour se dire, donc voilà, si malheureusement, dans le pire des cas, nous, on a une défaillance, que ce soit technique ou autre, on sait que dans le pire des cas, l'animal il va être tranquille après la mue. Et une fois que vous avez toutes ces données, vous en faites quoi une fois que vous les récupérez? Et une fois qu'on les récupère, il faut les analyser. Et c'est du coup là la majeure partie de mon travail. Du coup, globalement, c'est des grands jeux de données, puisqu'en général, les balises, elles prennent un point de mesure toutes les secondes, et sur des voyages de 2 à 3 mois, enfin pour ceux sur lesquels je travaille. Donc c'est des gros jeux de données, et globalement, l'essentiel de mon travail, si je devais le simplifier, ce serait de mettre en relation les variations de certains paramètres avec d'autres. Bon, c'est très flou dit comme ça, mais en fait, globalement, il faut imaginer que tout ce qu'on va récupérer, on va pouvoir en général l'analyser sous forme d'une courbe. Donc c'est une courbe qui va avoir une certaine forme, des pics à certains endroits, etc., qui vont correspondre par exemple à un pic de température en surface ou en subsurface, quelques centaines, dizaines de mètres sur la surface, ou à un pic d'abondance de proies des éléphants de mer, ou à un pic d'abondance d'organismes qu'on va associer à, par exemple, on va penser que ça va être des copépodes, donc des tout petits crustacés, qui mangent les diatomées entre autres. Et donc on va essayer de voir si on a des pics d'abondance particuliers dans certaines zones de l'océan, des formes particulières de courbes. En fait, on va essayer de retranscrire en 3D le paysage de nos éléphants de mer pour le mettre en relation avec ce qui se passe en surface dans la composition du phytoplancton. Et essayer de comprendre du coup ce qu'on appelle les liens trophiques, donc c'est les relations proie-prédateur dans la colonne d'eau et l'influence des diatomées sur ces abondances de certains organismes, certaines proies, comment elles sont prédatées, etc., etc. Et ces données, elles te suffisent pour comprendre le milieu marin? Alors,
Non, elles sont pas suffisantes puisque, comme je l'ai sûrement dit au début, toutes ces approches biologuing, elles sont vraiment complémentaires avec d'autres approches plus classiques, mais elles vont vraiment permettre d'apporter une petite brique de connaissances supplémentaires sur la structure des écosystèmes. Elles sont, c'est vraiment des données complémentaires aux autres approches et qui sont quand même très exploratoires. Donc en fait, on essaye d'avoir des indicateurs indirects de ce qui se passe à travers le sonar, à travers le comportement des éléphants de mer, et en fait le relier avec ce que d'autres personnes voient avec d'autres approches, et dire « Ah tiens, nous, on l'a vu aussi là de cette manière », ou alors on voit ça avec les données éléphants de mer, bah, ça vaudrait le coup d'aller confirmer cette approche avec d'autres types de données qu'on a dans la zone pour essayer de dessiner vraiment une structure globale de ce qui se passe dans l'océan. C'est ça l'idée à travers ces approches biologuing. Et est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur le biologuing peut-être? Alors, moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans le biologuing et ce qui m'éclate beaucoup, c'est d'essayer de, justement, à travers des données chiffrées, enfin, des gros jeux de données de chiffres, essayer de trouver comment les retranscrire en quelque chose qui va s'approcher le plus possible de ce qui s'est passé à cet endroit-là dans l'océan. Qu'est-ce que l'éléphant de mer a rencontré, qu'est-ce qui a bien pu se passer en fait. C'est essayer comme ça de comprendre à travers les chiffres ce qui se passe vraiment dans l'océan. Et moi j'ai une anecdote assez marrante, c'est que du coup avec le sonar, ça me construit ce qu'on appelle des échogrammes, qui sont en fait des images au cours du temps de ce que l'animal va voir dans l'eau. Et en fait il y a des moments où les animaux, comme je vous l'ai dit, ils font 60 plongées par jour avec 3 minutes de récup entre chaque plongée. En fait, il faut bien qu'ils dorment à des moments. Et en fait, quand ils dorment, c'est des plongées particulières pendant lesquelles ils ont une dizaine de minutes de sommeil. Et en fait, quand ils dorment, ils coulent. Et en fait, ils coulent en faisant des sortes de petits tourbillons. Et en fait, moi, c'est un truc, je m'en suis rendu compte, je l'ai compris. C'est pas moi qui l'ai découvert, hein, on le savait déjà, mais moi, je m'en suis vraiment rendu compte. J'ai vraiment eu l'impression d'être l'éléphant de mer quand j'ai vu en fait ça se voyait sur mes échogrammes, ça faisait des traces qui tournaient en rond en fait sur les échogrammes et ça m'a fait beaucoup rire. Et du coup, je trouvais que c'était une manière indirecte de pouvoir ressentir de très 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 loin la chute en arrière de l'éléphant de mer qui dort, quoi. Et qu'est-ce que, au final, ces sentinelles des océans t'ont appris? Les approches biologuing, elles ont permis pas mal de choses. Il faut savoir que ça fait depuis 2004 que les premières balises ont été équipées sur les éléphants de mer. Mais moi, dans le cadre spécifique de ma thèse, pour l'instant, on a pu voir que quand il y avait, je parlais de courbes tout à l'heure, quand il y avait des pics d'abondance de tout petits organismes en surface, et ben, en fait, les éléphants de mer déjà ciblaient ces zones et plonger vraiment beaucoup moins profondément. Donc en fait, ça voulait dire que leur proie était située beaucoup moins profond dans la colonne d'eau, était bien plus accessible. Et dans ces zones-là, donc, on avait en surface, en général, plus en proportion de diatomées. Donc en fait, on pouvait commencer à essayer d'imaginer que quand on a des plus fortes concentrations de diatomées en surface, ça va provoquer des fortes abondances en surface, subsurface de petits organismes, et les éléphants de mer vont trouver leurs proies moins profonds dans ces eaux-là et vont cibler ces eaux-là. Maintenant, il faut qu'on aille plus loin pour essayer de comprendre vraiment les liens causaux qui unissent ces différentes variables, mais on a déjà pu voir des structures particulières qui sont liées à un comportement spécifique des éléphants de mer, et notamment un meilleur succès de pêche, quoi. Et cette science, elle a des applications pour protéger les océans? Alors, des applications, pour l'instant, on cherche surtout à comprendre, vraiment à apporter de la connaissance sur
assez fondamentale sur la structure des écosystèmes dans ces zones-là. Mais il y a déjà eu des travaux qui ont été faits, notamment à partir des trajectoires des éléphants de mer et de tout plein d'autres espèces, puisque j'ai dit que ce n'étaient pas les seuls qui étaient équipés de balises. Donc avec toutes les trajectoires GPS, qui avaient la localisation de tous les animaux, il y a eu au global, autour de l'océan austral, des zones d'intérêt prioritaires, des zones particulièrement ciblées par les top prédateurs, et donc des zones qui sont sensibles, qui sont vraiment d'intérêt pour toutes ces espèces. Donc il y a eu des propositions de statut de protection qui ont été émis pour ces zones. Et sinon, un peu plus éloigné de ce qu'on fait nous dans le cadre de cette thèse, il y a de manière générale, en fait, il faut savoir qu'on a des modèles, donc des choses qui, à partir de données réelles, essayent de reproduire ce qui se passe dans l'océan. On a aussi ça pour la météo, c'est comme ça qu'on a les prévisions météo. On a aussi ça pour l'océan, pour avoir, comme on n'est jamais capable d'échantillonner l'océan partout, tout le temps, et à partir de ce qu'on connaît, on cherche à prédire ce qu'il y a ailleurs. Et les éléphants de mer, ils permettent d'apporter des données, notamment des données sous la glace de mer en Antarctique, de température et de salinité, chose que d'autres approches ne sont pas capables de faire. Et donc, ils permettent de compléter les modèles océaniques qu'on utilise pour justement prédire et mieux comprendre l'océan. Et d'après toi, si nos auditeurs devaient retenir quelque chose du biologging, ça serait quoi ? Je pense que le biologging, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une approche vraiment très intéressante, très peu coûteuse pour à la fois étudier le comportement d'un animal et son environnement. Et c'est des choses qui sont vraiment cruciales au vu de la crise de la biodiversité actuelle et de notre manque de compréhension de certaines espèces et de certains processus dans les écosystèmes marins dans notre cas, mais ça peut aussi être pour des écosystèmes terrestres. Et pour clôturer cet épisode, est-ce que tu aurais une rencontre ou une donnée qui t'a marqué ? Une rencontre qui m'a marqué, je pense que c'est la première fois que j'ai vu un bébé, un nouveau-né, un éléphant de mer. C'était du coup à Kerguelen, on allait à Pointe-Suzanne pour faire des suivis sur des manchots papous. C'est une petite espèce de manchot. Et c'était au tout début donc, de la période de reproduction des éléphants de mer. Et j'ai vu pour la première fois ce bébé éléphant de mer qui devait avoir 2 heures de vie à peine. Et j'étais fasciné par... en fait, il avait l'air déjà si autonome, si grand, et puis il hurlait sur 2 squats. Donc c'est des oiseaux, des prédateurs des îles subantarctiques. Et il était en train de crier sur 2 squats qui étaient à côté de lui, comme ça, en train d'essayer d'un peu lui chercher les noises, on avait l'impression. Et ouais, c'était assez magique comme moment. De pouvoir déjà être sur le terrain et voir enfin ces animaux que j'étudie indirectement avec le biologging depuis si longtemps. Puis de voir la naissance d'un nouvel éléphant de mer, c'était vraiment magique ça. Incroyable. Pour résumer cet épisode, le biologging nous apprend que les prédateurs sont les témoins de nos océans, le tout en reliant la physique, la biologie et le comportement dans une même histoire. Mais surtout que pour comprendre les océans, il faut parfois adopter le point de vue de ceux qui y vivent. Alors merci infiniment Marius d'avoir pris le temps de nous expliquer ce qu'était le biologging. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et d'avoir écouté avec nous ce que Marius avait à nous dire. À très vite au Café Nemo. Nous remercions particulièrement Christophe Guinet, directeur de recherche CNRS au CEBC, porteur du programme Éléphants de mer et co-directeur de cette thèse, mais aussi l'Institut polaire français IPEV pour son soutien logistique et financier à la recherche dans les zones polaires, sans qui ce podcast n'aurait pas été possible. Merci d'avoir écouté Café Nemo. Si vous avez apprécié cette plongée au cœur des sciences marines, laissez-nous une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez des questions sur les océans, on en discute sur Instagram ou peut-être dans un prochain épisode. À très vite au Café Nemo.